Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans un concept qui est vraiment sur toutes les lèvres, la guerre hybride. Mm. On a l'impression de vivre dans un monde où les conflits, ils ne commencent ni ne finissent jamais vraiment. C'est un état de tension permanent. C'est ça. Alors la question qu'on se pose, à partir de la pile de documents qu'on a ici, c'est de savoir si ce terme, guerre hybride, est vraiment la clé pour comprendre cette nouvelle ère, ou si c'est juste un mot à la mode, quoi, pour décrire la pagaille ambiante. C'est une excellente question parce que le concept lui-même est au cœur d'un débat. Pour commencer simple, la définition de base, elle parle d'une stratégie qui mélange des actions militaires conventionnelles avec toute une panoplie d'actions non militaires. D'accord. Pression économique, cyberattaque, désinformation. L'idée, en fait, c'est d'attaquer l'adversaire sur tous les fronts en même temps. D'accord. Et ça nous amène directement à la notion centrale de la zone grise. La zone grise. Voilà. C'est cet espace un peu flou entre la paix et la guerre, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est un état d'affrontement qui est bien réel, mais où l'agresseur fait tout pour rester sous le radar. Il joue avec la ligne rouge. Il joue avec la ligne rouge, il s'arrête toujours juste avant le point de non-retour, juste avant l'acte qui forcerait une vraie réponse militaire. Ce qu'on appelle un casus belli. D'accord. L'objectif, c'est d'avancer ses pions, de déstabiliser l'autre, sans jamais avoir à dire « c'est la guerre ». Le flou n'est pas un effet de bord, c'est l'arme principale. Et pourtant, le terme lui-même, il est assez récent. Il a été formalisé dans les années 2000 par des stratèges américains comme Frank Hoffman ou James Mattis. Mais l'idée de combiner des ruses, de la propagande avec des actions militaires, ça c'est aussi vieux que Sun Tzu. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on ait besoin d'un nouveau mot tout d'un coup? Ce qui a changé, c'est l'échelle, c'est la vitesse, et puis l'interconnexion. Mais le vrai détonateur, le moment où tout le monde s'est mis à parler de guerre hybride, c'est 2014. L'Ukraine? Et l'annexion de la Crimée par la Russie. Ça a été un cas d'école. Ah oui, je m'en souviens très bien. On voyait ces images de soldats sans insigne et les fameux petits hommes verts. Et exactement. Ils prenaient le contrôle des points stratégiques, le Kremlin niait en bloc, mais tout le monde savait. Voilà. C'était l'incarnation parfaite de la stratégie. D'un côté, des forces spéciales très professionnelles, mais non identifiables. Et de l'autre, une campagne de désinformation massive, Ah oui. qui retournait la situation en disant que c'était un soulèvement populaire spontané. Pour les stratèges occidentaux, ça a été un électrochoc. J'imagine. Tellement que le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Anders Fogh Rasmussen, a mis les mots dessus et a parlé officiellement de « hybrid warfare ». Ah, d'accord, donc c'est lui qui popularise le terme. Il l'officialise au plus haut niveau. Le terme est sorti du cercle des experts pour entrer, disons, dans l'arène politique. Et il ne s'est pas cantonné au contexte russo-ukrainien, j'imagine. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a utilisé pour parler de la lutte contre Daesh. Contre Daesh, c'est surprenant. Il parlait d'un ennemi hybride mondial. Et c'était juste Daesh combinait une conquête de territoire avec des chars, de l'artillerie, comme une armée classique, Oui. mais aussi des attentats terroristes spectaculaires à l'autre bout du monde et une machine de propagande en ligne surpuissante. Le mot hybride permettait de saisir cette complexité. Donc si l'annexion de la Crimée a été le grand révélateur, j'imagine que les stratèges ont dû décortiquer cette opération pour en comprendre la mécanique. Absolument. Qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les rouages essentiels d'une telle agression? Alors, on peut identifier 6 principes fondamentaux. Le premier, c'est la multidimensionnalité. La multidimensionnalité. C'est-à-dire que l'agresseur ne se contente pas d'une seule arme. Il utilise tout ce qu'il a sous la main en même temps. Alors, des forces spéciales, des milices locales, des cyberattaques, des pressions sur le gaz, de la propagande. C'est une offensive totale. C'est un peu comme un orchestre où chaque instrument joue une partition différente, mais coordonnée pour créer le chaos chez l'adversaire. C'est une très bonne image. Et ça m'amène au deuxième principe, qui est sans doute le plus important. L'ambiguïté et le déni plausible. Ah, le fameux déni plausible. Voilà. L'idée est de rendre très difficile l'attribution de l'attaque. On utilise des mercenaires, des groupes de hackers anonymes, des acteurs par procuration. On pense tout de suite au groupe Wagner. Évidemment. L'État russe pouvait dire « ce n'est pas nous », tout en poursuivant ses objectifs en Afrique ou en Syrie. C'est le déni plausible parfait. Exactement. Et c'est ça qui paralyse la prise de décision en face. Comment riposter contre un acteur qui, officiellement, n'existe pas ou agit de sa propre initiative? Cette paralysie est un objectif en soi. Le troisième principe, c'est la coordination et la synergie. Les actions ne sont pas juste additionnées, elles se multiplient. Ah oui. Une cyberattaque contre un réseau électrique sera synchronisée avec une campagne de rumeurs sur les réseaux sociaux pour amplifier la panique. L'effet de l'un renforce l'autre.
D'accord, c'est une stratégie très calculée. Ça demande une agilité folle, j'imagine. Absolument. Et c'est le quatrième principe, la flexibilité et l'adaptation rapide. L'agresseur est opportuniste. Il sonde les faiblesses de l'adversaire en permanence et il adapte ses tactiques. Si une porte est fermée, il en essaye une autre. D'accord. Et ça m'amène au cinquième principe, qui est peut-être le plus insidieux, l'exploitation des failles internes. Là, on touche au cœur de nos sociétés. C'est ça. La stratégie vise à trouver les lignes de fracture existantes dans le pays cible, politique, sociale, ethnique, religieuse, et à appuyer dessus pour les élargir. L'agresseur n'invente pas la division. Il l'instrumentalise. Il l'instrumentalise. Donc l'arme la plus puissante dans l'arsenal hybride n'est pas un missile, mais la polarisation de nos propres débats publics. Exactement. L'agresseur ne fait qu'attiser un feu qui couve déjà. C'est terrifiant. C'est exactement l'idée. Et tout cela nous ramène au sixième et dernier principe. Agir en permanence sous le seuil de la guerre ouverte. C'est la règle d'or. Toujours sous le radar. Toujours. Chaque action est calibrée pour être suffisamment dommageable pour atteindre un objectif, mais pas assez spectaculaire pour être considérée comme un acte de guerre qui justifierait une riposte militaire massive. Mon réflexe en entendant tout ça, c'est de penser immédiatement à des États, à des services secrets comme ceux de la Russie ou de la Chine. Est-ce que je me trompe en pensant que c'est un jeu réservé aux grandes puissances ? C'est une erreur très courante. Mais oui, c'est un jeu auquel beaucoup d'acteurs peuvent jouer. Des acteurs non étatiques sont même parfois plus performants. Ah oui ? L'exemple le plus étudié, c'est le Hezbollah. Pendant la guerre de 2006 contre Israël, le Hezbollah, qui n'est pas un État, a réussi à tenir tête à l'une des armées les plus modernes du monde. Comment ? En combinant des tactiques de guérilla, l'utilisation de missiles anti-chars très sophistiqués et une guerre de l'information et psychologique redoutable. C'est un modèle du genre. C'est la stratégie de l'acteur le plus faible en somme. S'il ne peut pas gagner sur le terrain conventionnel, il change les règles du jeu. Précisément. Daesh, dont on parlait, est un autre exemple. La guerre hybride est souvent l'arme de celui qui cherche à compenser une infériorité militaire classique. D'accord, on a la théorie, mais pour que ce soit vraiment concret, parlons des champs de bataille. Au-delà de l'Ukraine, qui est l'exemple évident, où est-ce que ces stratégies ont été déployées de manière flagrante ? La Syrie a été un véritable laboratoire du hybride. Un laboratoire. Oui, c'est un cas d'une complexité inouïe où se sont affrontés et parfois alliés des armées régulières, des milices, des groupes terroristes internationaux comme Daesh, des puissances régionales mondiales. Le chaos total. Le chaos hybride à grande échelle. Mais les champs de bataille ne sont plus forcément géographiques. Vous pensez au cyberespace, c'est le front invisible par excellence. Absolument. Les campagnes d'ingérence dans les élections, comme aux États-Unis en 2016 ou les tentatives en France en 2017, ce sont des opérations de guerre hybride. L'objectif n'est pas de conquérir un territoire. Non. Mais de saper le fondement même de la démocratie, la confiance dans le vote. Imaginez les faits, on ne cherche pas à défoncer votre porte d'entrée, mais on passe son temps à discrètement dévisser les ampoules, couper l'eau et laisser des mots partout disant que vos voisins vous détestent. Au bout d'un moment, la maison devient invivable. C'est une excellente image. C'est ça, l'effet d'une campagne de déstabilisation informationnelle. Et il n'y a pas besoin d'armes pour ça. Le premier grand avertissement, c'était l'Estonie en 2007, non ? Oui, une cyberattaque massive qui a paralysé tout le pays pendant plusieurs jours. Les banques, les ministères, les médias, tout était à l'arrêt. C'était un message. Nous pouvons éteindre votre pays sans tirer un seul coup de feu. Mais il y a un exemple encore plus cynique qui montre comment on peut transformer des vies humaines en armes. C'est la crise orchestrée par la Biélorussie à la frontière polonaise en 2021. C'est vrai, c'était hallucinant. Ils ont fait venir des milliers de migrants du Moyen-Orient en leur promettant un passage facile vers l'Europe. Oui, Pour ensuite les pousser de force contre la frontière. c'est un cas d'école glaçant. Des êtres humains vulnérables ont été instrumentalisés, transformés en une arme migratoire pour créer une crise politique, médiatique et humanitaire au sein de l'Union européenne. C'est le visage le plus cruel de la guerre hybride. Quand on voit ça, on se dit que les conséquences sont potentiellement immenses. Quel est l'impact réel de ces attaques diffuses sur une société qui les subit ? C'est un effet domino. Politiquement, on voit une érosion de la confiance dans les institutions. Si vous ne croyez plus aux élections, aux médias, à la justice, la démocratie ne tient plus. C'est la base qui s'effrite. Voilà. Économiquement, au-delà du coût direct d'une cyberattaque, il y a la perte de confiance des investisseurs. Qui veut mettre son argent dans un pays perçu comme instable, LG ? Et enfin, l'impact le plus profond est social et psychologique.
C'est ça. Ces stratégies attisent la polarisation, créent un climat d'anxiété permanent. La société devient le champ de bataille, et chaque citoyen, qu'il le veuille ou non, devient un soldat potentiel dans cette guerre de l'information. C'est la vraie question. Face à une menace aussi diffuse qui s'attaque au moral d'une nation, comment peut-on se défendre? On ne peut pas envoyer un régiment de chars contre une campagne de fake news. La réponse que tous les stratèges donnent aujourd'hui tient en un mot, la résilience. La résilience. Puisqu'on ne peut pas empêcher toutes les attaques, la meilleure défense est de renforcer la société pour qu'elle puisse les encaisser sans s'effondrer. C'est un changement de paradigme. D'accord, la résilience. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on rend une société plus résiliente? Ça s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est la prévention. Ça passe par la sécurisation des infrastructures critiques, les réseaux d'énergie, les systèmes bancaires, les hôpitaux. Mais ça passe aussi, et c'est crucial, par l'éducation aux médias. Ah, Apprendre aux citoyens dès l'école à décrypter l'information, à repérer une manipulation, à vérifier les sources. mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je suis un peu sceptique. Face à des fermes à trolls industriels, à des algorithmes conçus pour propager la colère, est-ce que la vigilance d'un citoyen pèse vraiment dans la balance? C'est une question légitime. Ce n'est pas une solution miracle, c'est clair, mais c'est la première ligne de défense. Si une majorité de la population a les bons réflexes, la désinformation a beaucoup moins de prise. Le deuxième axe, c'est la détection. Il faut être capable de voir venir l'attaque. L'Union européenne, par exemple, a créé une Fusion Cell. Une fusion cell. Oui, une cellule qui rassemble les renseignements de tous les États membres pour essayer de repérer les signaux faibles d'une campagne hybride qui se prépare. Sur le papier, ça a l'air parfait, mais dans la réalité, avec 27 services de renseignement qui ont leurs propres intérêts, leurs propres secrets, est-ce que ce partage d'infos fonctionne vraiment ou c'est surtout un vœu pieux? C'est un défi constant. La confiance entre alliés est la clé. Et elle n'est jamais acquise. Mais l'idée est de progresser. Enfin, le troisième axe, c'est la réponse. La riposte. Voilà. Quand une attaque est avérée, la riposte doit être rapide, coordonner et utiliser toute la palette d'outils disponibles. Des sanctions économiques, des contre-mesures diplomatiques, des poursuites judiciaires et bien sûr une posture militaire dissuasive. D'accord. L'OTAN a par exemple créé une force de réaction très rapide, la VJTF, capable de se déployer en 48 heures pour montrer qu'une agression, même hybride, ne resterait pas sans réponse. Ce que je retiens, c'est que ce n'est plus du tout l'affaire des seuls militaires. C'est l'affaire de toute la société. Vous avez tout compris. Du gouvernement au secteur privé qui gère les infrastructures, en passant par les médias et chaque citoyen, tout le monde a un rôle à jouer. La sécurité n'est plus déléguée à l'état-major, elle est devenue l'affaire de tous. Tout en écoutant ça, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'on met pas juste une étiquette nouvelle et un peu anxiogène sur des pratiques qui ont toujours existé? Les sources qu'on a sous les yeux montrent que de nombreux experts sont assez critiques. Absolument. Ils parlent de concepts fourre-tout. Et cette critique est nécessaire. Le concept a ses défauts. Le premier, vous l'avez dit, c'est le manque de nouveautés historiques. La propagande, la subversion, l'utilisation de mercenaires. Rien de tout ça n'est nouveau. On est d'accord. Le deuxième problème, c'est que le concept est devenu trop flou. À force de vouloir tout y mettre, de la guerre économique à la diplomatie culturelle, le mot perd de son sens. On risque de voir des menaces hybrides partout et de finir par ne plus rien analyser correctement. Et il y a aussi le risque de l'instrumentalisation politique, non? Le mot devient lui-même une arme. Exactement. C'est le troisième point critique. L'Occident accuse la Russie de guerre hybride, et en retour, Moscou accuse l'OTAN de lui mener une guerre hybride via les sanctions économiques ou le soutien à des ONG. Chacun accuse l'autre. Le terme devient une arme rhétorique pour diaboliser l'adversaire, plus qu'un outil d'analyse objectif. Pour autant, malgré ses limites, je pense que le concept reste utile. À condition de l'utiliser avec précision, il nous force à penser la complexité des conflits du XXIe siècle et à comprendre que le front est partout. Alors, si on fait le bilan de notre discussion, on peut dire que la guerre hybride, ce n'est pas tant une nouvelle forme de guerre qu'une intensification et une synchronisation de toutes les formes de conflictualité. C'est ça. Le tout sous le seuil de la guerre ouverte. C'est une stratégie qui exploite les failles de nos sociétés ouvertes et qui se joue autant dans nos têtes que sur le terrain. C'est une excellente synthèse. La leçon principale, c'est que la sécurité aujourd'hui ne se résume plus à défendre des frontières physiques. Elle consiste à défendre notre espace informationnel, la stabilité de notre économie et notre cohésion sociale. Le champ de bataille s'est étendu à la société tout entière.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si la distinction entre le temps de paix et le temps de guerre s'efface peu à peu, si nous sommes potentiellement en conflit permanent, comment une démocratie peut-elle se défendre sans finir par adopter les méthodes de ses adversaires? Autrement dit, comment rester en alerte constante sans sacrifier les libertés qui, précisément, nous définissent?